Oui? Tout le monde est d'accord? Oui. Et bien alors, M. Feinstein te dit, aux États-Unis, et donc dans tous les pays développés, qu'à partir du moment où le ministère de l'Hygiène se rend compte qu'une ferme rajoute un ingrédient quelconque dans son lait, sur place, qu'est-ce qu'il va faire l'usine? Qu'est-ce qu'il va faire l'État? Il va ou bien le sanctionner d'une lourde amende, ou bien lui fermer tout simplement son usine. Tu mets en danger des gens, toute une population. On s'appuie, donc on l'a dit tout à l'heure, c'est une coopérative. Et là, on est au courant que de telle usine, de telle ferme, le lait, il est mélangé. Il y a toutes sortes d'injonctions qui sont dangereuses. Même si ce n'est pas dangereux, comme ça doit être un produit brut, d'accord? Un produit brut, ouais, donc il n'y a aucune injonction. Donc au sujet de la halacha, nous dire à M. Feinstein, ça va avoir le même poids qu'un juif qui a assisté à la traite de ce lait. Et donc comme les producteurs de lait n'ont aucun intérêt à additionner du lait impur, pourquoi? Parce que s'ils rajoutent quoi que ce soit, ils savent très bien qu'on va pouvoir leur imposer une lourde amende ou leur fermer leur usine. Donc le goy il va avoir peur, ça s'appelle mirtat, le goy il va avoir une crainte qui va peser sur lui. Et donc, nous dira Moshe Feinstein, celui qui voudrait se montrer indulgent et boire le lait de goy aurait sur qui s'appuyer. D'accord? Pourquoi je lui ai dit que Moshe Feinstein a écrit 7 réponses? Pourquoi 7? Parce que tout simplement, la dernière réponse, il conclut et il dit que tout celui qui est Yireh Shamayim devra se montrer plus rigoureux et ne pas s'appuyer sur une telle coula, sur un tel allègement. D'accord? Comme ça, il dit du Ikrot Moshe, tome 2, chapitre 35. Il dit clairement, tout celui qui est Yireh Shamayim, eh bien, il devra s'abstenir de cette coula, cette mesure d'indulgence, à moins d'habiter dans une région dans laquelle il est impossible de se trouver du lait surveillé. D'accord? Des fois, tu habites, je ne sais pas, en Alaska. D'accord? Tu habites dans le Nord-Pas-de-Calais. Il n'y a rien. Il n'y a rien à 100 km de périmètre, il n'y a rien comme supermarché cachère. Il n'y a rien du tout. Là-bas, c'est soit tu bois ce lait, soit tu bois rien. Donc il dit, dans ce cas-là, eh bien, une personne Yireh Shamayim devra essayer de s'en abstenir. Comment? Tome 2, chapitre 35. Mais Maître Rabotai, tout à l'heure, je l'ai dit, mais je l'ai dit rapidement pour ne pas tomber dans le piège, que certains décisionnaires considèrent l'interdiction du Chalav Goy comme étant un décret du Talmud. Or, qu'est-ce qui se passe? Donc je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit en allusion, mais maintenant on arrive à la conclusion. Qu'est-ce qui se passe si on considère que le lait, le Chalav Israël, c'est un décret du Talmud? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça change à nos yeux? Là, du coup, on ne pourra jamais le prendre. Ça va être annulé, même si la raison a été annulée. C'est-à-dire que même si la raison du décret n'existe plus, le décret subsiste et donc ça reste toujours interdit. Le lait d'un goy sera toujours interdit si on considère, je répète, qu'il s'agit d'un Xerat Talmud. Pas tout ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch ou dans la Gemara, pas tout est considéré comme des Xerat Talmud. Il y a des choses qu'on va pouvoir réadapter ou auxquelles on va pouvoir s'habituer. D'accord? La halacha, elle va, dans certaines conditions, elle est souple. Elle sait s'adapter à la réalité. Pas tout le temps, la plupart du temps, c'est à nous de s'adapter à la halacha. Mais les chachamim de l'époque du Talmud ont des fois donné certains décrets sous des conditions bien précises. Si tu ne réponds pas à ces conditions, on se le permet. Donc, je répète, si on considère que le chalav akoum, c'est une xérat à Talmud, si on considère que le lait qui a été trait par un non-juif, c'est un décret du Talmud, donc un décret, et même si la raison du décret n'existe plus, le décret subsiste, eh bien, ce sera toujours interdit, même si tu me prouves par A plus B avec des contrôles en laboratoire que le lait, il est 100% pur, ça reste toujours interdit, parce que le juif n'a pas assisté à la traite. Comment on fait à Rabotai pour changer le statut d'un tel décret? Il faudrait qu'il y ait un tribunal plus grand, Beminyan ou Bechorma, qui soit plus grand, d'accord, en nombre et en sagesse, pour pouvoir abroger un décret du Talmud. Je répète, pour pouvoir permettre certains décrets du Talmud, il faudrait qu'il y ait un nouveau tribunal, que imaginez, tous les Gdolim de cette époque se réunissent, et qu'il soit plus grand en nombre. Donc à l'époque du Talmud, c'était combien? C'était 71. Au Sanhédrin, 71.
et qu'il soit plus grand en nombre, donc au moins 72, et encore plus, il soit plus chachamim. Est-ce que c'est possible à notre époque d'obtenir une telle situation? Oui ou non? Pourquoi non? Parce qu'on n'a pas le niveau et autant entre 70, il faut se lever de bonheur, comme on dit. Voilà, 70, je pense qu'on peut en trouver. C'est-à-dire, ça va dire comme ça. Parce que la deuxième condition, elle est plus rare que la première. De dire qu'il faut trouver du lait, pas du lait, des chachamim qui sont plus grands que ceux de l'époque du Talmud. C'est pas que les chachamim ne sont pas grands, ils sont géants. C'est les plus grands qu'on peut imaginer. Simplement, les chachamim sont en fonction de la génération. Comme nous, on est plus bas, donc nos chachamim, la chokhma, tout simplement, elle va en diminuant. Alors avec Internet, avec l'ordinateur, avec tout le développement technologique, on pense être plus chachamim, mais c'est pas vrai. La chokhma en elle-même, ça c'est juste habiller la chokhma. C'est juste apparaître chacham. Mais la vraie chokhma, eh bien, elle va en diminuant, de génération en génération. Et donc, on ne pourrait plus abroger ce décret si on considère qu'il s'agit d'un décret de l'écrit du Talmud. Pourquoi il y a une marque si c'est un Comment il y aurait eu plus de zéra aussi? Il a fait Béhémet, vous avez raison. Le Minchat Yitzhak, c'est le Rav Yitzhak Weiss, il dit que c'est une Xerat Talmud. D'accord? Et Béhémet, de considérer et de définir s'il s'agit d'un décret du Talmud, c'est une très grosse marloquette. Il y a le Rashba, le Khatam Sofer, le Pri Hadash, Shevet Alevi, donc du Rav Wosner que voici. Le Chazon Ish, c'est une très 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 grosse marloquette. Savoir si on le considère comme étant un décret du Talmud. Mais malgré tout, c'est pour ça que je vous ai dit que le minhag, quoi qu'il arrive, même dans les villes dans lesquelles il n'y a pas de lait impur, le minhag, en général, la coutume, c'est de considérer comme si c'était, même si ça ne peut être pas, mais c'est comme si c'était la même chose. Le Rashba, Khatam Sofer et tout ça, ils considèrent que c'est une guerre entière de savoir définir. C'est-à-dire, il y a des sujets, vous savez, dans lesquels tous les chachamim sont venus et ont donné leur avis, parce que c'est vrai que les conséquences sont assez lourdes. Quoi? Les conséquences, elles sont lourdes, quoi. Et donc quoi? Je sais pas, il y en a qui disent que c'est interdit, il y en a qui disent super. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est pour ça qu'on l'interdit. Mais alors quoi, il y en a qui disent que Alors, Moshe Feinstein, il vous le dit clairement. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit, si on est dans une région dans laquelle il n'y a pas du tout d'Israël, c'est impossible d'en trouver. Quand j'habite dans une ville dans laquelle, vous savez, des fois, quand j'étais jeune, je me rappelle, il n'y avait pas du lait partout. Donc on est en vacances, on prenait des packs avec nous, des grands packs comme ça, on mettait dans la voiture, dans le train, un truc, et on partait avec. Mais il y en a où tu peux pas, même si tu m'amènes des packs, je pourrais pas. C'est-à-dire, techniquement, il n'y en a pas. Dans l'alentour, il n'y a pas suffisamment de lait Israël, on n'a pas du tout. Et donc, dans ce cas-là, Moshe Feinstein va promulguer va déclarer sa permission. Mais quoi qu'il arrive, et ça, je pense que c'est la conclusion, on sera tous d'accord, et on devra s'en abstenir. Il est préférable de s'abstenir du lait du goy, même si on est dans la situation de Moshe Feinstein. Et je vais dire d'accord, mais dans ce cas, les petits-enfants. Alors même pour les petits-enfants, du fait que la nourriture va influencer sur leur développement spirituel, eh bien le fait de leur donner du lait de goy, c'est pas toujours recommandé. Si maintenant l'enfant il a besoin pour son développement, parce que il va pas grandir, il va avoir des carences, il va être tout frêle, il va être maladif. Bon, vadaï, dans ce cas-là, c'est en cas de maladie, les chachamim pas interdit. Comme vous avez dit, ça fait que des rabbanan, ça s'agit d'une interdiction d'ordre rabbinique. En cas de nécessité médicale quelconque, quand je dis médicale, c'est pas qu'il a besoin d'aller à l'hôpital, c'est qu'il est faible, il est frêle, d'accord, il est frêle, et il a besoin absolument de lait pour se développer. Dans ce cas-là, on ferme les yeux. D'accord, donc il y a lieu de se montrer indulgent, que dans ce cas précis. Après, la Torah, elle ne touche pas à la halakha, quoi. C'est-à-dire, on interdit le souci, après on se rend compte que c'était un décret d'après la Torah, tous les gens qui ont mal mangé. Le Shulchan Aruch l'interdit. Vous êtes d'accord? Le Shulchan Aruch l'interdit quoi qu'il arrive. Nous, on veut savoir, est-ce que ça fait partie des interdictions du Talmud, oui ou non? Sur ça, c'est pas clair, mais nous, on l'interdit. Vous me demandez qu'est-ce qu'on fait, il ne faut pas le faire. Nous, on l'interdit quoi qu'il arrive, simplement. Est-ce que ça rentre dans le cadre d'une interdiction du Talmud, d'un décret du Talmud, pardon? C'est pas sûr, c'est une marque loquée. Alors, Rav Moshe Feinstein, une fois de plus, il a émis plusieurs permissions. Est-ce que ça veut dire qu'on peut s'appuyer dessus les Khatrilan? Non, il ne faut pas s'appuyer. En cas de nécessité absolue, on pourrait s'appuyer dessus. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'doro.
Quoi? Comment il y a une marque locale sur le Xera? Enfin, comment c'est possible? Je sais pas si il y a écrit, enfin, comment vous savez si c'en est une ou pas? Vous avez raison, on ne peut pas le savoir exactement. C'est-à-dire, il y a des. Je vous ai dit, ce qui est promulgué dans le Talmud de manière explicite, c'est Xerat Talmud, donc tu montes et tu descends, comme ils disent, tu peux pas bouger, tu peux pas changer, c'est la réalité. Il y en a d'autres, non, c'est pas explicite, donc on peut pas maintenant, c'est facile de dire c'est assourd. Moi je pourrais dire c'est assourd, c'est une Xerat Talmud, c'est fini. Mais il faut voir la réalité, et ça se trouve un petit bébé, il a besoin de se lait précisément. Tu habites dans une région, dans un pays dans lequel il n'y a pas du tout du lait. Alors, dans ces situations, on essaye d'être un peu plus tolérant. Mais non, ça ne veut pas dire qu'on le fait. Les khatréla, on ne le fait pas quoi qu'il arrive. Donc, tout ça, Rabotai, il s'agissait du lait, donc du lait courant, du lait liquide. Qu'est-ce qui se passe, Rabotai, pour le lait en poudre? Vous savez, hein, et là je réponds à votre question la semaine dernière aussi, c'est que la plupart des chocolats, la plupart des gâteaux, la plupart des produits laitiers, vous savez que c'est pas avec du vrai lait, c'est avec de la... Pourquoi c'est avec de la poudre de lait? Ça coûte beaucoup moins cher. Pourquoi? Imagine-toi, tu as une usine. Imagine-toi si tu amènes du vrai lait. Il faut que tu amènes des citernes entières. Le vrai lait, combien de temps tu peux le conserver? 1 jour, 2 jours, 3 jours maximum. Ouais. Dire que travailler avec du lait en poudre, c'est beaucoup plus facile que du véritable lait. D'accord? Aussi bien au niveau donc du travail qu'au niveau de la conservation, qu'au niveau comment dire, il est plus malléable, il est plus difficile de travailler avec du véritable lait qu'avec du lait en poudre. Donc il faut savoir que la grande majorité des produits laitiers, c'est pas avec du véritable lait, c'est avec du lait en poudre. D'accord? Condor Bueno. Vous croyez que là-bas vraiment, si Monsieur Bueno, il a des trucs de lait qui viennent et des trucs de chocolat, il prend de la poudre, il mélange, il met de l'eau dedans, imagine-toi, c'est facile. Tu as de la poudre, tu mets un peu d'eau, du robinet, c'est fini, c'est comme si tu avais du lait. D'accord? Et donc ça travaille beaucoup plus facilement. Donc la plupart des produits au lait, d'accord, c'est avec de la poudre de lait. Bon, après ça dépend de quel produit il s'agit, mais je veux dire, ce qu'on dit que c'est au lait, en général, c'est pas du véritable lait, c'est souvent le lait en poudre. Et alors? Eh bien, il faut savoir que l'interdiction du lait en poudre, elle est plus légère. Elle est plus légère que le lait liquide. Pourquoi, Myriam? La Xera, elle n'est pas dessus. Pourquoi elle n'est pas dessus? Parce qu'il ça n'existait pas la poudre déjà. Qui vous l'a dit? Il n'y avait pas l'industrie comme ça. Il a fait bon. Effectivement, Botaï, les poskim, ils écrivent que quoi? Que ce serait considéré comme étant une Xera Hadasha, comme un nouveau décret. Quand tu vas interdire, eh bien, du lait en poudre, eh bien, c'est comme si tu interdisais, une nouvelle Xera, un nouveau décret. Or, hein? Chazak, Gozrim, Xerot, Hadashot, Midatenu. Il a fait mode, bravo, Botaï, Kol HaKavod Lachem. Effectivement, Chazal nous disent qu'on n'a pas le droit, il n'est pas de notre essor de rajouter de nouveaux décrets à notre époque. Et depuis que le Talmud a été signé, eh bien, donc on a dit, la sagesse va en diminuant, donc nécessairement, même les Chachamim ne peuvent pas venir et rajouter de nouveaux décrets. Ce qui est interdit dans le Talmud, ça reste interdit. Ce qui est permis, ça reste permis. D'accord? Comment? Là, ça rentre dans le cas du lait, c'est un dérivé en fait. Ouais, la question c'est est-ce que c'est... Est-ce qu'il y a des vérifications? Bravo, c'est ça la question. C'est ça la question. Est-ce que c'est un dérivé ou c'est pas un dérivé? Alors, je répète, si on considère que le lait en poudre, donc par exemple, c'est sûr que le lait en poudre n'existait pas à l'époque du Talmud, d'accord? Donc, il s'avère que quoi? Que le lait en poudre n'a jamais été visé par interdiction des rabbiniques. D'accord? Donc, comme ça n'existait pas à l'époque, eh bien, si on en arriverait à notre époque à interdire le lait en poudre, ce serait considéré comme si on interdisait un nouveau décret. D'accord? Or, En Gozrim Xerot Hadashot. Par exemple, je vais donner cet exemple, donc je vais aller rapidement. Il y a 30 ans, 35 ans, quand la minuterie, dans les maisons, les premières minuteries ont commencé à exister, d'accord? Qu'est-ce qu'ils ont dit les premiers possibles? Ils ont dit c'est assourd. Pourquoi? Comme si t'avais fait un... Parce que les gens, ils voient dehors que ta maison, elle est éteinte, tout d'un coup elle s'allume. Ils vont dire, elle allume. Ou pas? Donc au début, qu'est-ce qui s'est passé? Sûrement, je dis pas que tout le monde a interdit, mais je veux dire qu'il aurait été logique de l'interdire, on est d'accord? Alors est-ce qu'on a le droit de l'interdire?
Non, parce que si tu l'interdis, tu es gozer Gzera Hadasha. Ce que la Torah interdit, c'est quoi? C'est d'appuyer toi-même. D'appuyer sur l'interrupteur. Mais non, que les autres croient que j'ai appuyé, j'ai rien fait du tout, c'est de ne pas se tromper. Vous vous rappelez, au tout début de l'année, on avait parlé de Mary Taïn, de rentrer au McDonald's pour se laver les mains, vous vous rappelez? J'ai dit en France, moi quand j'étais jeune, ils disaient ça, les Herménites disaient en aucun cas, c'est un grand péché d'aller au McDonald's pour aller aux toilettes. Ben, des fois, tu es à Paris, je vais aller me laver les mains, que je ne vais pas attendre 5 heures d'arriver chez moi à la maison. Ouais. Donc, on te dit non, mais c'est péché, c'est Mary Taïn. Vous avez entendu Rabbanim qui dit ça ou pas? Alors, bien, il faut savoir que Mary Taïn, on ne peut pas inventer quand ça nous change. Il y a des critères bien précis. Mary Taïn, d'accord? Et alors, dans ce cas-là, sous telle et telle condition, ce sera interdit. D'accord? La même chose pour une montre avec une lumière. Donc, une montre quartz. D'accord? Quand il y a 40 ans, la première montre quartz a été fabriquée. Eh bien, le Rav Mazouz, le père du Rav Mazouz de Bnei Brak, qui s'appelle le Rav Matzliach Mazouz, celui qui écrit Shmatzliach, il dit qu'on n'avait pas le droit de porter Shabbat une montre. Quartz, pourquoi? On n'aurait pas le droit? Et alors? Si on est fatigué, on se réveille, un terme en fin d'année, là. Juste une info aussi. Comment ça s'appelle en fait? Parce que je t'en pose des questions. Franchement. Allez, c'est bonne journée. À demain. Salut. Quand on se réveille, on a un petit peu posé, on se dit que c'est pas Razak, en pleine nuit, comme ça, on a envie de voir l'heure. On se lève au net, à 4h du matin, 5h du matin, on appuie instinctivement, presque instinctivement, on appuie sur le bouton. Donc il a interdit de porter ce genre de montre pendant Shabbat. Est-ce qu'on peut l'interdire ou pas? Non, parce que si tu l'interdis, tu viens, l'Ixor Gzera Hadasha, tu viens maintenant interdire et imposer de nouveaux décrets qui n'est pas de notre essor de... Pourquoi il a Parce que je viens de vous le dire, c'était la réalité, il pensait, et dès qu'il voyait les gens, tac, tout de suite ils appuyaient presque instinctivement. Imagine, ça vient de sortir, tu vas voir ta copine, tu t'as vu, il a tac, 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 tu lui montes. Donc ça devient instinctif, tu fais même plus attention, tu appuies dessus sans faire attention. Donc vient le Rav Mazouz, il dit, c'est interdit. Mais nous, on est bien d'accord qu'aujourd'hui, Bracha, je vous demande, est-ce que vous pouvez porter une montre? Bien sûr que quoi? Que oui. Alors peut-être les toutes nouvelles montres là, avec les iPhones, les trucs comme ça, je sais pas qu'est-ce que ça met en place, mais je suis certain que dès que tu t'approches de ton téléphone, il fait un petit sourire, il fait un clin d'œil, il commence à... Je suis certain, à mon avis, enfin, je sais pas qu'est-ce que ça te propose comme service, mais à mon avis, ça met en place pas mal de systèmes. Ça, j'aurais dit que c'est interdit. Mais une fois de plus, c'est pas que je suis gozer Gzera Hadasha, c'est que chaque fois que je m'approche de mon portable, donc je suis à table de Shabbat en train de chanter, et puis à chaque fois que je fais comme ça, je m'approche à 3 mètres de mon portable, il va les clottes auto, il va le détecter, il va s'allumer. Bon, ça c'est certain que c'est interdit. Donc ça c'est pas une Gzera Hadasha. Quand il y a un issour, c'est pas une Gzera Hadasha d'interdire. Non. De dire tu n'as pas le droit de faire ça de peur que je fasse ça, ça c'est une Gzera Hadasha. De peur que. Mais quand c'est interdit maintenant, je porte cette montre et je passe. D'accord? Chaque fois je passe devant le truc et chaque fois il s'allume. J'ai pas le droit. C'est comme si vous me dites dans l'immeuble, chaque fois qu'on rentre dans l'immeuble ça s'allume. C'est écrit dans le Talmud ça? Non, la Torah elle te dit tu n'as pas le droit de prendre 2 silex et d'allumer. Nous à notre époque on a appliqué cette interdiction à l'interrupteur. D'accord? Maintenant de venir et de dire que quand tu marches dans l'immeuble c'est interdit, il n'y a pas écrit ça dans le Talmud. J'ai pas fait une action directement avec moi-même. Mais comme c'est un dérivé, donc c'est comme si quelqu'un dit ça tout à l'heure. Qui a dit ça tout à l'heure? C'est comme si c'était l'époque du Talmud. C'est comme si les Chachamim de l'époque du Talmud ils auraient été à notre époque, ils l'auraient interdit ou pas? Oui. Donc c'est pas considéré comme une Gzera Hadasha. Gzera Hadasha c'est quand je viens, je prends des nouveaux éléments et qui viennent de moi-même, j'invente en disant non, je peux pas faire ça de peur que. Donc tu peux pas porter cette montre de peur que tu appuies sur le bouton. Mais Alors si tu sais que chaque fois que tu portes la montre, chaque fois on va dire il y a des gros boutons. D'accord? Et chaque fois tu fais comme ça, boum, ça appuie sur ton bras et à chaque fois ça s'allume. Ça c'est interdit, ça c'est pas une Gzera de peur, ça c'est une évidence immédiate qui va avoir une interdiction. C'est clair la différence en bataille? De peur, c'est une Gzera, c'est une barrière. On peut pas mettre de nouvelles barrières, mais quand tu transgresses, tu vas passer au-dessus de la barrière, ben là c'est interdit. À toutes les époques c'est interdit, même si la réalité est différente. Vous avez compris la différence? Un rythme Shabbat, c'est de peur, de faire attention. Lequel? Ouais, comme ça, frapper des mains. Ouais. Oui. Mais ça, c'est l'époque du Talmud. À l'époque du Talmud, ils pouvaient le faire. Nous, on peut pas. Nous, on n'a pas le ressort de promulguer de nouveaux décrets.
Ouais, mais d'accord, vous avez raison. Sinon, on va transgresser la Torah, c'est encore pire, donc c'est de l'interdire. Mais oui, mais vous avez raison, on pourrait l'interdire, mais non. Vous dire que soi-même on l'interdit parce que on est marmire, non. Si vous êtes marmire, vous savez que pour vous précisément, c'est que telle situation, elle est tendancieuse et ça vous attire facilement vers la vara, oui, alors dans ce cas-là, interdisez-le pour vous-même. Mais venir à l'interdire à tout le monde, non. C'est clair, Boutaï? Ah, dans ce cas-là, pourquoi, je sais pas, les rabbinim à notre époque ils disent aller en boîte de nuit, c'est Yarik va y avoir. Ouais, c'est vaut mieux mourir plutôt qu'aller. Il n'y a pas écrit ça dans la Gemara, pourquoi tu m'interdis? Qu'est-ce qu'on répond? Parce qu'il y a plein de barrières. Hein? Il y a plein de barrières. Hein? Quelle barrière? Des limites. Voilà, C'est la conséquence avec. c'est que ça en soi-même, c'est déjà une interdiction. C'est vrai que cette situation n'existait pas à l'époque de la Chachamim, mais la réalité, ou bien les conséquences, elles existaient, oui, simplement dans un contexte différent. Alors ça, les Chachamim, ils ont, oui, la capacité d'adapter leur interdiction. D'adapter leur interdiction à la réalité, ça oui, mais d'inventer ou de promulguer un nouveau décret, ça non. On a compris la différence en Bretagne? Comment? Voilà, c'est immédiatement quand tu vas dans tel endroit, ben, nécessairement soi-même il y a déjà une interdiction. La plage mixte, vous savez que la plage mixte, Tosfot il dit qu'une femme, même une Goya, elle rentrerait pas à un endroit où il y a des hommes. Une femme Goya, il dit, c'est tellement pris de soute que même une Goya qui n'a pas de limite, elle rentrerait pas dans un endroit où il y a des hommes. Imaginez-vous, ça c'était à l'époque, il y a 700 ans. D'accord, c'est un des petits-enfants de Rachi, 6 ans, 700, 800 ans. Il dit c'est impensable. À notre époque, tu parles à quelqu'un, même des gens malheureusement, voilà, tout à l'heure je parlais à quelqu'un, je disais quoi, mais il disait même des gens en France. Il va au Bet Knesset, il kovetim la Torah, il fait toutes les mitzvot, il fait Chot Nida avec sa femme, il mange kasher, bien même qu'il mange méadrine. Méadrine à Botaï. Tu dis, tu dois pas aller à la plage mixte pour les vacances. Attends, je suis pas un extrémiste, ça moi je suis maquel, ça va, on fait attention, je garde la kippa. Mais tu gardes la kippa, tu fais Chilou Hashem, c'est encore pire. Non mais ma femme elle s'habille de sa noix. Ta femme elle s'habille de sa noix, mais toi, et tu regardes quoi? C'est pas des poules qui rentrent dans l'eau en général. C'est des hommes, des femmes, t'as pas à le regarder. D'accord? Non mais non, on se met de côté, tu comprends, c'est important. Je me trompe ou j'exagère? C'est-à-dire que les gens, le manque d'ashkafa, il fait en sorte que tu peux faire des aberrances. Tu peux faire des choses, des contradictions du tout au tout. Tu passes d'une chose totalement permise à une chose totalement interdite. Sans s'en rendre compte, hein. C'est-à-dire, pour toi, c'est normal. Alors, juste pour finir ce sujet-là, le lait en poudre n'existait pas à l'époque du Talmud. D'accord? Et donc, certains poskim, je dis bien certains dictionnaires, vont permettre l'emploi de lait en poudre dans différents aliments. D'accord? Qui le permet, donc notamment le Rav Moshe Feinstein. Bon, nécessairement, lui il permet bichlal le lait. Mais il te dit, même si j'interdis le lait, au moins accorde-moi la permission pour le lait en poudre. La majorité des poskim à Botaï l'interdisent aussi. Pourquoi? Il y a qui le permet, d'accord. Eh bien, ce qui le permet, c'est... Ah, je vais le dire tout de suite. Mais ce qui le permet, je viens de dire, Rav Moshe Feinstein, il le permet. À part lui, le Rav Yitzhak Yosef, ouais, le fils de Rav Yosef, il semble le permettre. Je ne vous dis pas qu'il le permet totalement, mais en son nom, certains vont dire qu'il le permet. Je l'ai vu dans son livre qu'il ouvre une ouverture, mais je ne dis pas qu'il le permet. Certains vont, en son nom, proclamer la permission. La grande majorité des poskim Rabotai, ils disent quoi? Ils disent ce serait difficile de le permettre. Pourquoi? Tout à l'heure, quelqu'un l'a dit. Je ne sais pas qui a dit ça. Elle a dit quoi? Si le lait liquide, il est interdit, ce serait illogique de permettre son produit, ce qui en découle, son dérivé. Oui ou non? Si tu m'interdis le lait, parce que tu me dis que le goy, c'est lui qui a trait le lait, et qu'il n'y a pas de juif qui s'est tenu à proximité. Donc le lait en soi-même, le produit de base, il est interdit. Donc ce qui en dérive, Zora, ce qui en dérive, on avait parlé des dérivés, ce qui en dérive, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe avec le produit, avec le lait en poudre? Il vient d'où? C'est qui son papa et sa maman? C'est du lait liquide. Donc si le lait liquide il est interdit, ce qui en découle nécessairement devrait être interdit. On a vu ça. Ah ben voilà, on s'approche là de Migdat. Ah non, c'est pas non, Mechila. Non, avec Shimshon.
Ouais, avec Shimshon. Qu'est-ce qu'on a vu là-bas? Qu'est-ce qu'on a vu? Quoi le Tseminatame? Vous vous rappelez, il a fait un moment une. Vous avez pas étudié Shimshon? À Gibor? Samson. Il a fait une. Pas une devinette, comme dans. Comme les deux blagues là de BCM qui viennent de. Comment il s'appelle, nous? Il a fait une devinette. Il a fait une devinette, n'est-ce pas, Shimshon? Oui, vous ne connaissez pas. Il a dit que dans l'entraille il avait tué un lion de ses propres mains. Et dans cette entraille, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des abeilles qui sont venues, ils ont créé une ruche, et de là-bas, il y avait du miel. Donc il a dit, donne-moi un exemple d'une chose qui est impure, mais duquel va découler une chose permise. En général, c'est l'inverse de la logique. En général, quand les toute chose qui est interdite, tout ce qui va en sortir sera interdit. C'est pour ça que le lait de chamelle est interdit, tandis que le lait de vache, il est permis. Alors l'abeille, pourquoi c'est permis? Parce qu'elle butine, elle ne crée pas. Elle fait juste, elle prend, c'est déposé en elle, comme ça. Une muscade paquite, c'est juste déposé en elle. Elle a juste butiné une fleur, elle a mis en elle, et elle l'a déposé dans la ruche, et donc ça sera permis. Et donc, en bataille, le klal, il est chaque chose qui est interdit, bien, tout ce qui est handicol est aussi interdit. D'accord? Donc si tu m'interdis le lait liquide et que le lait en poudre découle directement du lait liquide, eh bien il serait plus logique de l'interdire. Je dis bien plus logique parce qu'une fois de plus, c'est vrai que ça n'existait pas à l'époque du Talmud, et c'est vrai que peut-être que l'interdire à notre époque, peut-être que ce serait une Xera Hadasha. Et donc, en conclusion à Botaï, la grande majorité des poskim s'accordent à quoi? À ne le permettre que pour les petits-enfants. D'accord? Les petits-enfants, pour lesquels il est difficile de se procurer du lait en poudre cachère, avec la même valeur énergétique. C'est-à-dire que l'enfant, il a besoin de telle marque, sinon il ne va pas pouvoir bien grandir, il ne va pas pouvoir se développer. Et des fois, les carences qu'il y a à la naissance ou au moment de son développement sont pratiquement irrattrapables. D'accord? Donc si on ne peut pas trouver le même lait avec la même valeur énergétique et avec la même qualité que celui d'un lait cachère, alors effectivement, pour le lait en poudre, on pourra le permettre. Comme ça, on dit le Rav Ben Abba Shaul et Rabbi Shalom Messas qu'on va le permettre seulement pour des petits-enfants qui en ont besoin. C'est-à-dire qu'ils vont répondre, ils vont dire tout simplement que le fait de sécher du lait interdit ne va pas maintenant lui enlever son interdiction, il va conserver son interdiction. Le Chazon Ish a dit clairement au Rav Wolf que la permission concernait seulement les petits-enfants, parce qu'une fois de plus, il s'agit d'une nécessité médicale, presque médicale, donc il y a lieu de le permettre seulement pour des petits-enfants. Des questions à Botaï? Baruch Adonai l'olam, amen, amen.